Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, l'invité de TV5 Monde. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, en plus d'être ancien Premier ministre français, vous êtes désormais représentant personnel de Nicolas Sarkozy. C'est une nouveauté ? Oui, le président de la République française vient de me nommer représentant personnel pour la francophonie. Donc, je vais siéger dans un certain nombre d'instances au sein de l'Organisation internationale de la francophonie et accompagner mon pays dans ce combat pour le français, pour sa langue, mais aussi pour ses valeurs. Oui, et qu'est-ce que vous allez changer dans ce qui existe aujourd'hui, dans la francophonie ? Quelle est votre empreinte ? Écoutez, il est encore trop tôt pour le dire. Moi, ce que je voudrais, c'est que le français soit le lieu où se rencontre la diversité culturelle, qui est la grande valeur du XXIe siècle, et en même temps les valeurs universelles. Comment faire en sorte qu'on ait des valeurs universelles, mais qui ne soient pas, au fond, les valeurs que l'Occident veut imposer au monde, qui soient des valeurs partagées par le monde et qui reconnaissent la diversité culturelle. Ouais. Et donc, je pense que le français est un formidable véhicule pour faire en sorte qu'on ait, au XXIe siècle, un regard nouveau sur les valeurs qu'il faut protéger. Alors, on va parler de l'actualité politique, bien sûr, Monsieur Raffarin. D'abord, Éric Besson a renoncé à signer le décret sur les tests ADN pour le contrôle du regroupement familial. Ça va dans le sens de ce que vous souhaitiez ? Je ne suis pas surpris. Le Sénat n'était pas favorable à ce texte et le Sénat a rendu ce texte complètement inapplicable. Et donc je ne suis pas surpris que le ministre n'ait pas aujourd'hui les conditions réunies pour sortir les décrets d'application. Vous voulez dire que le Sénat l'a rendu volontairement inapplicable ? Le Sénat était tout à fait hostile à ce texte et nous avons bien conscience que la somme d'amendements qui ont été déposés pour empêcher le texte véritablement de voir le jour conduit le ministre aujourd'hui à renoncer. Je ne suis pas surpris de cette situation. Vous l'avez rendu impossible, c'est-à-dire que vous avez forcé quelque part Éric Besson à y renoncer ? Il y a eu de telles conditions mises qu'il est aujourd'hui impossible de pouvoir mettre en place ce texte à l'échéance prévue, c'est-à-dire à la fin de l'année. Quand on demande à toutes les personnes concernées de pouvoir saisir un avocat, de pouvoir se rendre à Nantes, qu'il doit y avoir un procès au tribunal et un certain nombre de circonstances comme ça, le parcours qui a été construit par le Sénat est un parcours tellement sophistiqué qu'il était impossible réellement de pouvoir faire en sorte qu'on ait un décret d'application. Qu'est-ce que vous trouviez scandaleux dans ce projet finalement, vous ? Écoutez, moi je suis contre le test ADN. Je pense que l'idée de famille n'est pas seulement génétique. Que le lien familial, c'est un lien d'amour, c'est un lien de cœur, et que ce n'est pas seulement une question biologique. Alors, personnellement, je n'étais pas favorable à ce texte. Jean-François Copé, oui. Et nous avons mis suffisamment de restrictions au Sénat pour que, puisque le gouvernement maintenait ce texte, nous l'avons rendu impossible. Je ne suis donc pas surpris. Mais Jean-François Copé est mécontent et il dit qu'il aurait fallu un débat entre le gouvernement et le Parlement plutôt qu'une annonce simplement d'un ministre sur cette question-là. Jean-François Copé n'a pas tort, puisque en effet c'est un texte de loi. Le ministre dit la loi est inapplicable. Donc il est clair que nous sommes devant la situation nécessaire que le gouvernement discute avec le Parlement pour trouver les voies et moyens d'appliquer un texte. Oui, mais alors une fois de plus, ça veut dire que le Parlement reprend un peu du pouvoir, parce que finalement, vous êtes l'un de ceux qui dénoncent finalement une mainmise trop importante du chef de l'État, le Parlement est un peu oublié, et là le Parlement il fait sa rentrée et il va être très sollicité, évidemment, il y a la taxe carbone, il y a l'augmentation éventuelle du forfait hospitalier, beaucoup de sujets épineux, d'ailleurs impopulaires parfois. Le Parlement est dans quel état d'esprit là ? Mais il est vraiment empreint de liberté. Nous sommes dans une république du leadership. Heureusement, nous avons un leader, parce que dans la crise, il faut mobiliser, il faut être leader. Et Nicolas Sarkozy a concentré un certain nombre de responsabilités. Il assume sa responsabilité vis-à-vis des Français, et il a mené, pour le G20 par exemple, et pour un certain nombre d'initiatives, des combats qu'il a menés directement, ne transférant pas à d'autres les responsabilités qu'il doit assumer. Mais face à ces pouvoirs du président, il faut des pouvoirs du Parlement. Il faut un équilibre. Oui. Le leadership, si on veut que ça soit un système démocratique, il faut que ce soit une république dans laquelle il y ait des contre-pouvoirs, il y ait du pluralisme. Et là, le Parlement, il ne dit pas un peu trop, là, un peu trop de texte, un peu trop de... Le Parlement est d'accord pour qu'il y ait beaucoup de réformes. Il est clair qu'aujourd'hui, la majorité souhaite que, par exemple, sur le plan financier, on fasse très attention aux dérives financières et à l'augmentation de la dette. Donc il est clair que quand on parle de forfait hospitalier, spontanément on n'est pas contre qu'il y ait un effort fait, parce qu'on ne peut pas laisser filer les déficits. Et donc autant le Grenelle 2, c'est une sorte de totem pour les questions environnementales qu'il faut respecter, autant en matière de déficit, il y a aussi un certain nombre de totems. Et il est clair qu'il faut stopper, ralentir
notre déficit, notamment en matière de santé. En matière sociétale, il faut que le Parlement vote une loi sur la burqa, comme maintenant Éric Besson lui aussi dit qu'il est d'accord. Ça aussi, c'est le rôle du Parlement. Moi, je ne suis pas favorable à la loi sur la burqa. La loi que nous avons fait voter à l'unanimité en ce qui concerne la laïcité à propos du voile à l'école me paraît tout à fait suffisante. La burqa est un signe ostentatoire d'expression religieuse et auquel cas cette perspective de loi ne me paraît pas utile aujourd'hui dans notre pays. Mais si elle est présentée, elle sera votée par la majorité ? Il y aura sans doute des débats sur ce sujet, nous en discuterons et on verra qui pourra l'emporter. Mais vous savez, notamment au Sénat, la majorité est étroite et donc il faut qu'on en parle les uns avec les autres. Moi, j'ai le sentiment que les signes ostentatoires, notamment à l'école, dans les lieux de la République, sont finalement des restrictions qui me paraissent aujourd'hui adéquates à la situation. Est-ce que ça ne risque pas là aussi de tendre un petit peu les relations de la France avec le monde quand... Sur un autre domaine, d'ailleurs, pour le G20, Nicolas Sarkozy menace de quitter la Réunion s'il n'obtient pas satisfaction sur le thème des bonus, par exemple. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit parler au monde ? Moi, je pense qu'il faut quand même parler avec une certaine fermeté. Le président de la République avait tenu ce genre de propos avant Londres et ça n'a pas desservi la cause de la France puisque nous avons obtenu l'essentiel de ce que nous demandions au G20 de Londres. Donc, que le président de la République fasse preuve de fermeté, y compris au niveau international, c'est quelque chose de très important. Et il peut quitter vraiment la Réunion ? Écoutez, là, nous en sommes qu'au préambule, il est clair qu'il annonce sa détermination et c'est d'une manière bien à lui de dire que sur ce sujet, il est très déterminé et il faut que ce message soit entendu par les autres. Oui, encore un mot, l'affaire Clearstream, vous avez été cité comme témoin par Dominique Ambiel pour témoigner dans ce procès qui s'ouvre la semaine prochaine. Vous allez y aller dans quel état d'esprit ? Écoutez, moi je suis déjà allé voir le juge puisque j'ai été convoqué par les juges et qui m'ont reçu plusieurs heures durant. Je leur ai tout dit de ce que je savais avec précision, preuve à l'appui et donc je n'ai rien d'autre à ajouter que ce que j'ai déjà dit à la justice et donc si je dois être convoqué, ce que je ne suis pas à ce jour, au moment où je vous parle, si je devais l'être, eh bien, je dirais devant le tribunal ce que j'ai dit au juge en toute clarté. Vous dites que vous n'êtes pas convoqué alors que ça a été annoncé, que vous n'êtes pas partie de ceux qui est appelés à témoigner. Aujourd'hui, je vois ça dans la presse et dans mon courrier personnel et dans mon courrier dans mes différentes fonctions. Je n'ai pas reçu ce type d'information. Je ne suis pas informé de cette convocation, de cette citation plus exactement. Je n'en suis pas informé au moment où je vous parle. Je l'ai lu dans la presse comme vous, mais j'ai déjà été, en tant que Premier ministre, naturellement, et c'était bien normal, devant la nécessité de m'exprimer devant les juges. Donc j'ai dit aux juges tout ce que je savais de cette affaire, jour après jour, avec des précisions importantes. Et donc, je répéterai devant le tribunal ce que j'ai dit aux juges. Aucune révélation, donc. Non, parce que j'ai déjà été entendu plusieurs heures durant sur ce sujet, et j'ai tout dit. Merci, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, désormais représentant personnel du chef de l'État pour la francophonie, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.